Bonjour Vipulane, Bonjour. merci d'être là. Moi, je voudrais démarrer par le moment où je t'ai vu pour la première fois. C'était le 16 mars. Cette date, normalement, tu te rappelles ce qu'il y avait ce jour-là. Ouais, la marche du siècle. Et À alors, Paris. ce fameux jour de la marche du siècle, je t'ai vu monter sur scène avec plusieurs autres personnes. Tu as pris la parole pendant quelques minutes. Et à un moment donné, il y a plusieurs personnes dans toute cette foule de centaines de milliers de personnes qui ont commencé à crier Vipulane président. Et je faisais partie de ces personnes parce que j'ai trouvé que ta prise de parole était incroyable. Donc je suis vraiment très content que tu sois là aujourd'hui et qu'on puisse discuter un peu plus. Merci à toi de m'accueillir dans ce lieu. Et ça te plaît déjà ou pas? Ouais, c'est assez original. Bon, c'est très cool. Moi, j'ai une première question à te poser par rapport à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu, ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu as pris la parole et que tu as vu toutes ces personnes en face de toi qui étaient rassemblées pour une cause qui te tient à cœur et qui nous tient à cœur, qui est notre avenir sur cette planète. Comment tu as vécu ce moment? Alors, moi, mon objectif, c'était clairement, j'avais quelques minutes, 2-3 minutes peut-être. C'était de passer un message et d'utiliser ce temps-là pour essayer de sensibiliser et de passer un message au plus grand nombre de personnes, parce que je crois qu'il y avait 150 000 personnes. Oui, donc Ce c'est déjà jour-là, un bon nombre. Oui, donc à la marche du siècle, donc ça permet, il y a vraiment un public énorme. Et il faut utiliser tout le temps qu'on nous donne pour faire passer des messages par rapport au réchauffement climatique, et notamment de la sensibilisation, dire à quel point c'est urgent d'agir aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un point que tu avais dit vraiment, je me rappelle, c'est les mots que tu avais utilisés où tu avais parlé vraiment d'urgence. Et est-ce que tu avais déjà fait des prises de parole comme ça? Euh, Devant Devant autant de gens? autant de monde, non. Non? C'était ma première fois. Ok. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le dire une fois, on n'en reparlera pas, tu as 15 ans. Moi, je vais plus parler de la personne que tu es et de ce que tu fais. Tu as voulu transmettre ce message ce jour-là à autant de personnes. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à ce moment-là, à être sur une scène et à prendre la parole devant 150 000 personnes? Alors, mon parcours, il est assez long. Je dirais que ça a commencé... depuis que j'étais tout petit, j'avais une affection particulière pour la nature, les animaux. Je voulais déjà devenir végétarien, etc. Et puis après, il y a mon père qui est mort en 2016. Donc D'accord. ça a été aussi un élément un peu de déclencheur. Je me suis rendu compte à quel point en fait, on n'était que de passage. Et que pourtant, on détruit notre planète et on met notre avenir en jeu. Donc au début, ça s'est fait très progressivement. J'ai mangé un peu plus bio, etc. Ok. Je suis devenue végétarien. Au début, c'était très personnel. Et puis après, j'étais aussi impliquée dans des petits collectifs. J'étais au conseil municipal des jeunes de ma ville. Alors tu viens d'où déjà? De Marly-le-Roi, en région parisienne, dans les Yvelines. D'accord. Ensuite, je me suis inscrite entre guillemets dans des plus petits collectifs, puis des plus gros dans Citoyens pour le climat notamment. Ok. C'est là où j'ai entre guillemets été repérée. Je suis devenue ambassadeur de Little Citizens for Climate, Ok. qui est une association reconnue par l'UNESCO, enfin qui fait partie des clubs membres de l'UNESCO, et qui a pour but principal de sensibiliser et de produire du contenu pédagogique à destination principalement des jeunes pour qu'ils puissent faire entendre leur voix en toute connaissance de cause. Puis après, il y a aussi les grèves pour le climat qui ont commencé sur le mouvement, suite au mouvement qu'a lancé Greta. Greta qui est juste derrière toi. D'ailleurs, je te l'ai mis juste Exactement. là. Tu l'as pas loin. Ouais, le son manifeste. Donc qui a commencé en France. Et donc j'ai aussi suivi ce mouvement. Ma première grève, justement, je l'ai faite quand il y avait Greta à Paris le 22 février dernier, avec aussi les leaders, entre guillemets, du mouvement belge. Ça, c'est ta allemand, première grève etc. que tu as faite? Tu n'en avais jamais faite avant? De grève, non. J'avais fait D'accord. des marches, mais pas des grèves. Ok. Ça te semblait important, toi, d'être là ce jour-là? Oui, Participer à une grève? oui. Parce qu'aujourd'hui,
On n'a plus le choix, j'ai envie de dire. On nous donne plus le choix. Notre avenir est en jeu. On risque vraiment quelque chose dont on n'est pas conscient. Si on n'agit pas aujourd'hui, il pourra y avoir des effets boule de neige dans l'avenir. Un exemple tout simple, c'est la fonte du permafrost, qui est donc la partie dans les glaciers en Antarctique et en Arctique qui ne fond jamais. Ok. Et elle contient de la matière organique et donc du méthane qui est enfoui dedans depuis plusieurs millions d'années. Et si on continue comme ça, en fait, tout ce méthane, il s'évaporerait dans l'atmosphère et ça accélérerait le réchauffement climatique. Ça deviendra incontrôlable. Tu parles de choses dont on n'est pas consciente. Toi, tu es consciente de tout ça aujourd'hui? J'essaie d'être le plus conscient possible des choses, mais au niveau de l'éducation, il y a clairement un manque de sensibilisation aujourd'hui. On nous parle de réchauffement climatique, on nous dira très vaguement que c'est les énergies fossiles qui en sont la cause, et encore c'est très vague, mais on ne nous dit pas plus en détail quelles sont les conséquences. Enfin, même quand on nous dit plus 1,5 degré, plus 2 degrés, c'est quoi? C'est pas juste avoir 19 degrés ou les 17 degrés, ou 38 degrés ou les 36 degrés. C'est plein d'autres choses qui vont changer. C'est tout un système climatique qui est bouleversé. Et tout ça, on ne nous l'apprend pas. Le rapport du GIEC, on n'en parle jamais pendant notre scolarité. Comment c'est possible d'avoir une telle incohérence au niveau de l'éducation? Toi, aujourd'hui, t'es encore au lycée. Ça te semble essentiel d'avoir ça aujourd'hui dans tes cours? Évidemment. Combien savent ce que c'est que le GIEC? Il y en a vraiment très peu qui savent ce que c'est que le GIEC, le dernier rapport du GIEC. C'est pas normal. Est-ce que comparé à tout ce qui est enseigné aujourd'hui à l'école, donc les bases qui sont le français, les maths, la physique, etc., est-ce que d'une, tu penses que ce genre de savoir devrait prendre beaucoup plus de place? Évidemment. Et est-ce que d'autres savoirs, on sait qu'il y a d'autres pays qui enseignent des choses comme la méditation, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'avoir ça dans nos écoles en France ou pas? Pourquoi pas? Enfin, à voir. Encore une fois, moi, je suis pas là pour proposer mes propres solutions, mais j'ai envie de dire, écoutez les scientifiques, écoutez les experts qui s'alarment depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et en face, on n'a aucune réponse. Et on a eu une tribune récemment de plusieurs scientifiques qui appelaient encore une fois à avoir plus de sensibilisation à l'école, mais sans réponse, j'ai envie de dire, il n'y a eu aucune modification. Alors, tu viens de dire un truc hyper intéressant. Tu viens de dire que toi, tu n'es pas là pour proposer des solutions. Aujourd'hui, on voit que dans les médias, et si on prend l'exemple de Greta par exemple, on demande beaucoup aux jeunes et on vous met beaucoup de poids sur les épaules. Avec tous les mouvements qu'il y a eu, il y a beaucoup de poids sur vos épaules. On vous met un peu cette responsabilité-là. Ça te semble logique ça, toi, ou pas? Que vous ayez toutes ces responsabilités-là et comme si on attendait que ça soit vous qui preniez les choses en main. Oui, en fait, cette situation, elle n'aurait jamais dû arriver. Les gouvernements auraient dû agir depuis très longtemps. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, des jeunes de mon âge, voire moins, se mettent en grève, n'aillent pas en cours pour dire et protester parce que les gouvernements, les dirigeants politiques et économiques mettent en danger leur avenir? Je ne pense pas que ce soit normal qu'une situation comme ça soit arrivée. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé une question. Donc, je triche. Je te la pose d'abord. Tu me la poseras après. Est-ce que tu crois que l'État français, les personnes qui sont en place, peuvent changer quelque chose? Je pense qu'elles peuvent changer quelque chose, même si les lobbies, les entreprises économiques ont un poids et une influence vraiment très importante aujourd'hui. Mais elles ont le pouvoir de changer les choses. Et aujourd'hui, justement, les grèves, c'est pour dire changer les choses. Tu penses qu'elles veulent pas le faire? Je sais pas si elles veulent pas le faire ou si c'est un manque de conscience. Après, je suis pas dans leur tête. Ouais. Mais il faut vraiment qu'elles agissent.
Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, la France n'est pas du tout un modèle, donc on ne peut pas se permettre de rester comme ça. Et la vitesse à laquelle on va ne suffit pas du tout. Alors pourquoi tu dis qu'on n'est pas un modèle? Parce que si on prend un petit peu ce qu'on nous dit, on est quand même un des plus gros pays d'Europe, on est une des plus grosses économies. Pourquoi on n'est pas un modèle? Un modèle en matière écologique, puisque nos émissions de gaz à effet de serre augmentent chaque année. Donc on ne peut pas dire qu'on est un modèle, puisqu'un modèle, ça serait un pays qui essaye au maximum de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, qui essaye de préserver son environnement, et ce n'est pas le cas de la France. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a même hier ou avant-hier, une vidéo d'un média qui montrait qu'on retrouvait à l'autre bout du monde des déchets qui appartenaient à la France. Et en fait, la France envoie ces déchets à l'autre bout du monde en se disant ok, on n'est pas responsable de ça, triez-les là-bas. C'est un peu ce que tu dis, où en fait il y a plein de choses où on n'est pas du tout exempt de tout reproche, et en fait on en met un peu de partout pour se cacher, et on ne prend pas vraiment nos responsabilités, quoi. Oui, effectivement. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est là où il y a un manque de conscience. Et même moi, il y a, même dans les grévistes, il y a vraiment un manque de conscience et limite de transparence sur l'écologie au niveau français. Il y a des grandes décharges, même en France par exemple, il y en a une à Carrières-sous-Poissy, où il y a vraiment du tout et du n'importe quoi qui est comme ça, à l'air libre. Et ça, c'est pas normal, et ça, c'est pareil, plein de gens ne le savent pas. Ça devrait faire les titres, comme l'avait dit Greta, de tous les journaux, la situation d'aujourd'hui. C'est pas normal qu'on en parle si peu. Alors, tu parles de manque de conscience et de manque de savoir des gens. Est-ce que tu penses que les gens ont envie de savoir ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont envie d'être au courant? Ou est-ce que certaines personnes se cachent un peu les yeux pour se dire bon, moi je veux pas être au courant, je continue mon chemin tranquille, j'ai pas envie de savoir que là et là ça va mal, tant que moi dans mon quotidien ça va. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ou alors vraiment il y a un manque d'information? Il y a un vrai manque d'information, parce que comme je l'ai dit, combien de gens savent ce que c'est que le GIEC, ce que dit le rapport, c'est quoi quelles sont les conséquences réelles du réchauffement climatique? Combien de gens savent ça? Donc c'est un vrai manque de conscience. Et l'information, c'est aussi aux médias de le donner, à l'éducation, de sensibiliser en mettant toutes ces notions-là dans les programmes scolaires. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je fais un autre point avec quelque chose que tu as fait il y a peu de temps. Tu étais à Cannes. Ouais, au Festival de Cannes. Tu étais au Festival de Cannes. Vous avez pris la parole lors d'une conférence de presse avec Cyril Dion, avec des personnes de la campagne On est prêt, etc. C'était comment déjà? C'était comment cette journée? C'était bien, et je dirais que s'il y a une chose que je retiendrai de ces moments à Cannes, c'est que, en tout cas, pour les acteurs, les réalisateurs du monde du cinéma que j'ai rencontrés, ça m'a permis de voir que, en fait, derrière les personnes, il y a de vrais humains. Et c'est pas un simple opportunisme comme certains pourraient le penser. En tout cas, pour les personnes que j'ai rencontrées. Ok, bah c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est de savoir si tu penses que par l'art, du coup le cinéma, la télé, ou même là, ce qu'on est en train de créer, des moments comme ça, est-ce que tu penses que ça peut amener aussi une part de prise de conscience? Est-ce que ça peut passer par les films, par le ciné? Évidemment. Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont vus, entre guillemets, en tant que référence pour sensibiliser, que ce soit au niveau des solutions, que ce soit au niveau du problème en lui-même, qu'est-ce que c'est, etc. Donc évidemment que les films peuvent faire quelque chose d'énorme, avec tout leur poids médiatique, avec le nombre de vues qu'ils peuvent faire, etc. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on est à Cannes, c'est pour justement apporter un message et aussi demander au monde du cinéma d'agir et de sensibiliser aussi au réchauffement climatique, aux solutions qui existent aussi. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on parle souvent des problèmes. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions déjà, donc peut-être les mettre en avant avec ça. Je fais une petite pause. Là, il y a une petite boîte devant toi. Prends-la, vas-y, sers-toi. Dedans, il y a plein de cartes. Comme je le dis à chaque fois, c'est nos amis de We Have a Wish
qui ont créé ces cartes, c'est des bonnes nouvelles. C'est un compte Instagram qui partage tous les jours une bonne nouvelle. Je te laisse regarder un peu ce qu'il y a dans le tas et choisir une qui te plaît et on en parle. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, je le mettrai dans la description. Mais si vous voulez aller suivre Vipulan, les comptes de Youth for Climate et les comptes de Little Citizens for Climate, je ne dis pas de bêtises, j'ai tout bien dit. On mettra tout ça dans la description parce qu'il y a plein d'actus intéressantes, on en parlera à la fin. Il y en a certaines qui me font rire. C'est laquelle? Vas-y, dis-moi ce qui te fait rire. Allez, je vais prendre celle-là. Enfin, ça me fait un peu rire parce que justement, c'est contradictoire avec... Ah bah vas-y. Alors qu'on a une amie mouche qui est avec nous. Laisse-la vivre. Mais oui, regarde. Faut laisser les mouches vivantes, hein. Elles sont très sympathiques. Alors, dis-nous. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, fais voir. Qu'est-ce que c'est? Éviter le gaspillage alimentaire tout en consommant moins cher. Le Japon prend les choses en main. Alors pourquoi ça te fait rire celle-là? Parce que justement, j'ai vu plein de photos sur Instagram aujourd'hui qui montraient le suremballage au Japon qui est vraiment une catastrophe. Ils emballent, même une banane individuelle est emballée. Une pomme individuelle est emballée. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt. Non mais, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, ça me fait rire. Quand j'ai vu le Japon et gaspillage, ça m'a direct rappelé ces images-là. Je suis d'accord avec toi. Ça te fait rire. Moi, j'avoue que ça m'a fait rire un temps. Maintenant, je suis plus passé l'étape où je trouve ça triste. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, on voit passer tous les jours des absurdités folles sur les réseaux sociaux, de plein de photos, comme tu dis, d'oranges tranchées dans des emballages plastiques, dans une coupe en plastique. Enfin, il y a plein de choses complètement folles. Ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, c'est vraiment... Okay. À ton avis, c'est un truc qui me vient tout de suite, à ton avis, pourquoi on continue dans ces absurdités de production comme ça? C'est parce qu'on se concentre encore une fois sur le profit, on cherche toujours à gagner plus de temps, plus d'argent, et on ne pense pas aux effets de ce que peuvent... Enfin, aux effets que peuvent avoir chacune de nos actions. C'est vrai. Je vois que toi, là, t'as une gourde. T'as installé tout ça dans ton quotidien, un mode de vie zéro déchet, comme tu parlais que t'es végétarien, etc. Ça a été... Alors, je sais pas si c'est le bon terme, ça a été simple pour toi? Est-ce que ça a été logique, en tout cas? Ouais, pour moi, ça a été logique, ouais. Devenir végétarien. Du coup, est-ce que ça a été simple? Oui, ça s'est fait ça s'est fait assez naturellement, et en fait, même avant, j'avais envie de devenir végétarien. Parce que je trouvais pas ça normal de manger d'autres animaux, etc. Puis après, j'ai aussi vu l'impact environnemental, et même au niveau de l'impact santé, j'ai lu des études et tout ça. Enfin, l'ensemble a fait que j'avais absolument envie d'arrêter. Ouais, donc en fait, dès que l'idée est là et elle est là, oui, c'est facile à mettre en place. Évidemment. Alors, tu parlais tout à l'heure de Little Citizens for Climate. Tu nous as expliqué un peu ce que vous faites. Ouais. Vous avez des actions prochainement qui vont voir le jour? Avec Little, ouais, non, enfin nous, comme j'avais dit, on est une association surtout avouée pédagogique qui fait de la sensibilisation. On a notamment fait pour l'instant des vidéos avec des scientifiques. Okay. On va continuer par rapport à ça. Puis normalement, on va aussi essayer de faire un autre projet plus important par rapport à la sensibilisation dans les écoles, etc. Tu fais une magnifique transition, c'est un truc que je voulais te demander aussi. Est-ce que toi, au quotidien, en cours, avec les personnes qui sont dans ta classe et avec les autres, est-ce que tu sens que ça bouge? Est-ce que tu sens qu'il y a des personnes, des jeunes qui prennent conscience aussi de ça? Il y a une prise de conscience. En même temps, je leur en parle souvent, on va dire. Ça, donc, tu les saoules pas trop avec ça, ouais? Non, mais après, on se parle toujours, etc. Tout va bien. Donc, oui, il y a une petite prise de conscience, mais encore une fois, je pense qu'ils ne savent pas exactement ce qu'est le GIEC, ce que dit le rapport, etc. Et ça, c'est pas normal. Et par exemple, dans mon lycée, j'ai envie de mettre en place un repas végétarien par semaine.
Et là, par exemple, dans ma classe, tous les élèves sont d'accord, mais c'est l'administration qui bloque, qui est très lente, et on est obligé d'aller les voir, entre guillemets, de les harceler pour faire en sorte que ça avance. D'accord. Je t'avoue que j'ai pas de réaction là parce que je trouve ça fou. Je trouve ça fou que l'administration bloque des choses comme ça, simples, qui sont en accord en plus. Enfin, comme tu le dis, tout le monde est d'accord pour mettre en place ce genre de choses. Euh, En France, on a un chic quand même pour aimer l'administration et que les choses aillent un peu doucement. Ça va Euh, très très doucement. Moi, je le vois quand on fait des ramassages de déchets, où en fait, rien que pour les ramassages, on doit faire une demande 2 mois à l'avance pour préparer Deux le mois à l'avance. ramassage et que pour la mairie soit d'accord pour qu'elle vienne récupérer les déchets qui ont été récoltés pour qu'ils soient au maximum traités derrière. Et en fait, il y a eu parfois des problèmes où certaines villes ne voulaient pas qu'on fasse des ramassages parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et c'est un peu le chic des administrations. Évidemment. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui se cachent un peu derrière tout ça, derrière toute cette paperasse et tout ça pour ne pas faire des choses? Je pense, oui. Il y a... en tout cas, au niveau de mon lycée, j'ai remarqué ça, il y a une certaine lenteur. Même au niveau des villes, il y a une lenteur pour mettre en place des projets. Peut-être qu'ils se disent qu'on est jeune et que finalement, on n'a pas notre mot à dire. Et justement, il faut essayer de contrer ça. Et en continuant dans l'effort, entre guillemets, je suis convaincue qu'on y arrivera. C'est un très beau message presque de fin. On est bientôt un petit peu à la fin de tout ça. Petite question d'ailleurs par rapport à Greta. T'as lu son manifeste ou pas? Ouais. T'en penses quoi? C'est assez frappant. Et finalement, c'est aussi notre message à nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des rapports qui sont tous plus alarmants les uns que les autres au fur et à mesure du temps. Et pourtant, il y a une inaction climatique. Le GIEC nous dit qu'on a jusqu'à 2030 pour tout changer. Ça ne veut pas dire qu'on a jusqu'à 2030 pour commencer à agir. On a jusqu'à 2030 pour tout changer. Mais on continue encore dans la mauvaise direction. Le secrétaire général de l'ONU a dit qu'on a jusqu'à 2020 pour commencer à inverser la tendance. On n'est pas sur les mêmes réalités, quoi. Oui, il y a vraiment un problème entre la théorie et la réalité. Ou sinon, même si on prenait les accords de Paris. Les accords de Paris veulent essayer de limiter la hausse de la température globale de la planète à 1,5 degré à la fin du siècle. Or, si on continue dans la trajectoire actuelle, on sera au mieux à plus 2 degrés en 2040. Oui, non, mais tu prêches un convaincu. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, il n'y a pas les mêmes réalités. C'est un peu là, quoi. Eux, ils avancent là et nous, on est là. Et il y a tout ce vide-là au milieu. Et donc la France, on ne respecte pas l'accord de Paris. Récemment, j'avais entendu que la France ne ferait pas d'accord avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Ça veut dire qu'elle ne ferait pas d'accord avec elle-même. Super, merci la France. J'ai 2 dernières questions à te poser. Comment tu le vois ton demain? Et du coup, le demain de tout le monde, comment tu le vois? Pour l'instant, c'est continuer à mettre la pression, continuer à agir pour qu'il y ait vraiment des actions au niveau national, international, à toutes les échelles possibles, parce que chacun peut agir et participer au changement, j'ai envie de dire, mais dans le sens positif, pas le changement climatique, mais le changement de notre mode de vie, de la façon dont on voit notre société. Et j'espère qu'il y aura un sursaut qui a été encore plus grand que celui qui a eu lieu en septembre avec la démission de Nicolas Hulot, en janvier avec les grèves, avec le discours de Greta à la COP24 en Pologne, et qui est enfin un véritable changement, et qui n'est pas de petits pas qui finalement ne changent pas grand-chose à l'ensemble. Ok. Et ma dernière question. Depuis tout à l'heure, on parle, et je te remercie d'ailleurs. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir qu'on ait discuté ensemble. Moi aussi. Et tu fais souvent ce geste, depuis tout à l'heure, de la volonté d'y aller, d'envoyer les choses.
aux personnes qui sont en train de prendre conscience de tout ce qui se passe et qui peut-être regardent ce qu'on vient de se dire, si tu avais un conseil, une action à leur donner pour justement y aller, la première action qui te vient à l'esprit, tu leur dirais quoi? Il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est compliqué de dire la première action. Donc, peut-être que je dirais informez-vous. Par exemple, il y a Citoyens pour le climat qui a fait un rapport du GIEC hyper simplifié en 7 pages. Je vous conseille de le lire. Ça résume très rapidement la situation actuelle et à quel point il est urgent d'agir aujourd'hui. Donc peut-être que l'information, c'est déjà une première étape très importante. Et ensuite, je suis convaincue que si on est bien informé, on ne peut pas rester comme ça sans agir. Merci. Merci à toi. Vraiment, Vipulène. Je vais te laisser maintenant, tout seul, tranquille. En quelques mots, tu vas un peu nous partager cette seconde où tu as pris conscience de ce qui se passait. Voilà. Je te laisse. Parfait. Merci encore.